donc quand je parle d'objectifs de moyens, c'est là qu'on rentre vraiment dans la préparation mentale. C'est-à-dire que, ok, gagner tel tournoi, c'est très bien. Par contre, si je veux y arriver, ça veut dire que je vais justement, devoir mettre en place dans mon quotidien ces techniques de relaxation, cette méditation, parce que, par exemple, je me rends compte que j'ai trop de pensées qui me viennent à l'esprit quand je suis en situation en tournoi, encore plus quand je suis en situation de stress, je me pose encore plus de questions et j'arrive pas à me focaliser sur ce qui est vraiment important, donc j'arrive pas à avoir l'attention où elle doit être placée. Aujourd'hui, on voulait parler de la préparation mentale pour plusieurs raisons. On va en reparler là, beaucoup plus par la suite. Mais en gros, normalement, et même dans nos webinaires, nos podcasts chez FIT, on parle toujours de la préparation physique. Mais au final, et dans la préparation de ce webinaire avec Kelly, que je vous présente dans 2 secondes, on se disait, mais 2 athlètes avec un physique égal, une forme physique égale, qui s'affronteraient, lequel gagne au final? Et c'est clairement celui avec la meilleure préparation mentale. D'où l'importance de ce sujet-là aujourd'hui. Pour en parler, on a décidé de joindre Kelly Sautière, qui est utilisatrice de XFIT depuis peu, donc depuis quelques temps en fait, qu'on connaît de là. On a décidé de parler avec elle, étant donné qu'elle est préparatrice mentale en golf et coach de golf. Donc, le golf qui est un sport là, qu'elle dit très relié effectivement à la préparation mentale, étant donné qu'ils ont beaucoup de temps pour penser entre chaque coup. Donc effectivement, un sport où le mental a une grosse part là, dans le dossier. L'objectif aujourd'hui dans ce webinaire-là, ça va être 3 grands objectifs. Ça va être de rendre le sujet plus accessible. Donc, comme je disais en entrée de jeu, on parle souvent plus de préparation physique que de préparation mentale. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir aborder et rendre ce sujet-là plus accessible à tous? On va aussi vouloir donner des clés aux professionnels qui nous écoutent aujourd'hui pour dédramatiser le sujet avec tous. Donc, autant auprès des jeunes et auprès de votre entourage. Donc, comment vous pouvez régler ça. Ensuite, on va vouloir vous donner des clés pour accompagner les athlètes sur la préparation mentale. Donc, vous avez sûrement plusieurs athlètes, un ou plusieurs athlètes, vous les entraînez sûrement sur la préparation physique. Donc, on va vous donner des trucs pour la préparation mentale. Ceci étant dit, oui, donc... est-ce que... Ah, là, c'est bon. Là, je suis certain que c'est très bon. Oui, est-ce que tout le monde dans le chat peut nous confirmer? Mais je pense que c'est très bon, là. Et voilà, Max, c'est très bien. Et voilà. Donc, merci. Okay. Bon. Donc, excusez-nous pour ce problème. J'ai juste pris le temps de résumer un peu, là, effectivement, ton profil et les grandes clés là, qu'on voulait parler aujourd'hui. Et tu arrives avec le son au parfait moment pour en fait nous parler de ton côté. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est un sujet important aujourd'hui là, qu'on devait aborder dans notre webinaire? Alors pourquoi c'est un sujet important parce que je sais que je m'adresse à des coachs et justement donc qui eux déjà font partie via leur travail donc d'un gros pilier de la performance, en tout cas qui agit sur un grand pilier de la performance. Et c'est vrai que la préparation mentale, alors ça dépend des pays et justement de la mentalité des pays sur le sport en tout cas, qui justement mettent la préparation mentale à une certaine place ou à une autre. Et en tout cas, en France, on y arrive progressivement dans le sport de haut niveau à dire que la préparation mentale fait partie intégrante de la performance et donc forcément de l'entraînement du sportif de haut niveau. Super. Donc, d'où pourquoi c'est important aujourd'hui. Et donc, je comprends que tu travailles beaucoup avec des jeunes actuellement. Donc, ça se peut tout le monde qu'on parle effectivement, là, qu'on spécifie le mot jeune, mais sûrement que les techniques ou les points que tu vas nous parler sont génériques à la préparation mentale pour tous. Ça va être plus spécifique jeune. Oui, alors pour expliquer un petit peu, donc il y a une différence entre psychologie du sport et la préparation mentale. C'est-à-dire que selon les athlètes, puisque le travail va être vraiment différent avec chacun selon son vécu, selon son expérience, ses objectifs, etc. La psychologie du sport, ce sera un travail plus donc de fond, c'est-à-dire quand il y a des blocages au niveau de au niveau de la performance en tout cas, où là on va faire appel à des techniques plus basées sur de la psychologie, donc plus profondes. Et la préparation mentale, c'est plus donc des techniques qui sont plus abordables, plus simples à utiliser,
pour voilà juste traiter par exemple des situations type. Est-ce que systématiquement avant une compétition à tel moment je ressens du stress que j'ai du mal à gérer? Est-ce que quand je suis en tête d'une compétition, voilà, dans des situations où je suis en tête, j'ai justement pas de clé pour aller jusqu'au bout et remporter le match, le tournoi, etc. Donc il y a une différence à ce niveau-là, et c'est vrai que donc selon le public et surtout avec les jeunes, c'est intéressant de développer certains outils qui vont permettre de décomplexifier en fait rien que le terme psychologie du sport ou préparation mentale, qui est pour certains encore enfin, on a encore beaucoup de préjugés là-dessus, hein, en tout cas en France. Effectivement, si tu veux nous en parler de ces préjugés-là, tu nous en avais nommé plusieurs là, quand même quand on était en mode préparation. Donc, il y a quand même beaucoup de préjugés, effectivement, sur la préparation mentale. Oui, ben moi quand j'ai démarré donc c'était à 4 ans, donc c'est très récent quand même. Quand je parlais de faire de la préparation mentale, on me disait que je fais de la manipulation, que je vais hypnotiser les gens, enfin des choses assez négatives et fortes. Et en fait voilà, le but c'est d'arriver, enfin pour moi en tout cas, d'arriver chez les plus jeunes à montrer voilà l'importance de la préparation mentale, et que c'est tout à fait accessible, tout à fait abordable, et que à l'inverse c'est plus dans un sens de bien-être, de pouvoir s'exprimer dans sa discipline que dans le sens inverse. Ben oui, parce qu'effectivement, puis tu nous parlais aussi que ça dépendait de la génération, là, que chaque génération avait peut-être une différence différentes vues vis-à-vis de la psychologie, de la préparation mentale, et peut-être que même il y a des générations qui freinent en fait le développement de la reconnaissance de ça. Oui, je dirais que c'est les générations qui n'ont pas vraiment connu, en tout cas, ou qui n'ont pas travaillé forcément dans ce domaine quand ils étaient eux-mêmes sportifs, ou des gens qui sont pas du tout sportifs, hein. Oui. Mais déjà aujourd'hui, beaucoup plus de coachs en général sont formés à des techniques ou ou en tout cas ouverts à la préparation mentale. Ils savent beaucoup plus orienter. Est-ce que voilà, là, c'est ce qui se passe chez cet athlète, c'est plus de l'ordre technique vraiment, ou est-ce que c'est vraiment de l'ordre mental? Et dans ce cas-là, je sais qu'il faut que j'oriente cet athlète vers un préparateur mental. Après, la génération la plus jeune, donc, est beaucoup plus ouverte à ça, et c'est justement XFIT. C'est un logiciel que je me suis approprié par rapport à ça, parce que je travaillais à l'ancienne au début avec des tableaux Excel, voilà, pour organiser les entraînements, les préparations, enfin préparer les séances. Et puis j'ai vite compris que c'est plus ce qui marche avec nos générations, qui est assez connectée, qui a souvent le téléphone, hein. Donc c'est vrai que pour moi c'était l'outil idéal pour arriver au même objectif que ces fameux tableaux, c'est-à-dire à rendre le joueur autonome dans ses préparations de séances. Et bon, on en reviendra plus en détail après. Ouais, mais en tout cas, voilà, l'application est vraiment très bien pour cette génération surtout, pour ce public. C'est bien gentil. L'idée, il y a eu un sondage là, dans le chat. Et puis donc, on est dans une catégorie de personnes qui sont ultra convaincues de la préparation mentale. Donc, au moins, on est entre nous, tout le monde, hein, on est convaincus. Donc, malgré que tout le monde est convaincu, est-ce que tu veux nous dire un peu, là, qu'est-ce que ça permet au final, la préparation mentale? Et peut-être qu'on a des avantages insoupçonnés là, que tu peux nous apprendre. C'est vrai que on va surtout intervenir sur le côté estime de soi et confiance en soi, le terme qu'on entend, qui est très à la mode, la confiance en soi. Mais c'est vrai que toutes les choses qu'on va mettre en place en préparation mentale, c'est pour à terme arriver à avoir forcément plus de confiance en soi, et donc forcément plus de plaisir dans sa performance sportive, dans sa discipline en tout cas. Et donc on arrive par conséquence donc à un bien-être. Et c'est vrai que donc moi dans mon travail, tout le travail de fond en fait, et puis aussi de départ, c'est d'aider l'athlète à trouver quelle est son identité. Donc c'est l'aider à savoir quels sont vraiment ses besoins, c'est-à-dire quels sont vraiment le gros du travail, c'est de voir vraiment tout le contexte qui est autour de la performance du joueur. C'est-à-dire que nous, notre rôle, c'est qu'est-ce qui peut avoir
une influence sur la performance de l'athlète. Donc, moi, mon travail, c'est de connaître vraiment tout le contexte autour du joueur. Donc, quel est son entourage, autant en termes de coach, en termes de cercle familial, quelle est la place du parent dans la performance d'un jeune athlète. Ensuite, donc déjà de définir ce côté, voilà, quels sont ses besoins à lui, et ensuite d'arriver progressivement à savoir qu'est-ce qui va être bon et qu'est-ce qui va marcher au mieux pour lui. Donc ça, c'est un travail qui se fait, que je vous ai assez résumé ici, mais qui se fait sur le temps, et pour amener l'athlète à se questionner, à se poser des questions justement sur voilà, qu'est-ce que je mets en place qui marche pour moi, mais qui marcherait peut-être pas pour un autre, mais qui en tout cas marche pour moi. Est-ce que justement je suis bien entourée pour me mettre toutes les chances de mon côté de performer, toujours en lien avec les objectifs fixés, et aussi et suite à ça, se dire voilà, je sais qu'est-ce qui marche le mieux pour moi. Maintenant, je vais vraiment développer le côté cette autonomie, c'est-à-dire de fait de je suis tout seul, je suis capable d'organiser mes entraînements. Voilà, mon objectif à court, moyen, long terme, c'est celui-ci. Donc voilà, je sais ce qui marche le mieux pour moi, c'est ça. Donc maintenant, à moi de construire des entraînements qui soient dans le sens de ces objectifs. Donc je dirais, pour résumer, c'est plus voilà l'identité, aider l'athlète à trouver son identité. Oui. Et surtout à le rendre autonome. Ça, pour moi, c'est le plus important. Oui. Puis ça serait quoi, au final, les bénéfices une fois qu'il a trouvé une fois qu'il a trouvé son identité et qu'il est rendu autonome? Quel bénéfice est-ce qu'il va avoir dans ses entraînements, dans son sport, comme en termes d'athlète? Il va déjà, il va être beaucoup plus déjà concentré sur lui, plutôt que de regarder ce que font d'autres joueurs ou voilà. Donc il va être beaucoup plus concentré sur lui, il va avoir plus de confiance en lui parce que il sait que voilà, moi je sais que je veux aller là, donc je dois passer par ça. Et ensuite il va être beaucoup plus efficace dans ses entraînements, c'est-à-dire qu'il va il va arriver à se mettre sous pression à l'entraînement, il va réussir à reconstituer les conditions de la compétition à l'entraînement, à sortir de sa zone de confort. Et donc au final apprendre vraiment à se connaître lui-même, et surtout savoir si j'ai des situations où j'ai besoin j'ai besoin de clés ou de ressources dans une situation type, je sais quelles clés je vais aller chercher en moi, donc c'est vraiment ce côté connaissance de soi qui va être très importante, et où au final on se rend compte qu'il y a beaucoup moi je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ont tendance à faire les choses un peu machinalement parce que soit le coach l'a demandé, ou parce que j'ai lu ceci, ou j'ai vu une vidéo, etc. Mais sans savoir vraiment pourquoi le faire. Et dès l'instant qu'il y a des réponses à tout ça, ça aide à orienter le travail, quoi. Parlons donc peut-être plus terre à terre, hein, plus concrètement. Moi, j'ai souvent entendu, mais on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est assurément un préjugé, mais que la préparation mentale, c'est relié à l'hypnose, c'est des séances d'hypnose. Ce n'est assurément pas juste ça. Comment donc est-ce qu'on prend en charge l'athlète en préparation mentale? Comment est-ce que tu commences? Tu as parlé de faire un travail de contexte, comprendre le contexte de l'athlète, mais une fois que j'ai compris le contexte, où est-ce que je m'en vais? Comment je le fais? Quels sont tes trucs et astuces par rapport à ça? Déjà, la première chose, c'est de savoir est-ce que l'athlète en question a déjà travaillé cet aspect de la performance. Ça peut être souvent avec des sophrologues ou des professionnels qui sont peut-être pas forcément dans le milieu du sport à la base, mais qui ont apporté quand même des clés, des outils dans des situations clés. Et ensuite, une fois que j'ai le contexte, c'est plus le fait de déjà vraiment, pour moi, tout part de la fixation des objectifs. C'est-à-dire déjà le fait de pouvoir les mesurer dans le temps. Donc, quels objectifs je me fixe en premier, enfin court terme, moyen, long terme. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre, quels sont les moyens que je vais pouvoir mettre en place pour y arriver. Et après, dès l'instant où j'ai justement pour moi, ces objectifs qui sont cette trame, en fait, ce fil conducteur du travail, je vais mettre en place des clés au quotidien, enfin plus des outils, des techniques. J'utilise beaucoup des techniques de respiration ou de visualisation. Et puis arriver déjà progressivement au départ, c'est arriver à les sensibiliser sur l'importance de travailler au quotidien
cet aspect en fait. Je vais pas c'est pas aller à une semaine ou même à la veille de la compétition en me disant que je ressens un petit peu de stress, que je vais dire bon, je vais faire un peu de respiration, du coup ça va me calmer et je serai prêt pour demain. C'est comme pour la prépa physique, c'est comme pour la technique dans nos disciplines. C'est en pratiquant régulièrement qu'on arrive à mieux le reproduire. Et donc c'est pareil. Donc d'abord il y a cette phase de mise en place au quotidien d'outils, de clés. On commence doucement et puis après, si je prends l'exemple de la méditation, moi je travaille beaucoup avec la méditation. Pour des jeunes en tout cas qui n'ont jamais entendu parler de la méditation ou qui ont justement une image c'est un côté gourou, etc. dès qu'on parle de méditation. C'est déjà arriver à le mettre en place. Ok, chaque jour, si tu arrives à le faire 2 minutes la première semaine, peut-être avant de dormir, peut-être le matin. Ensuite, si tu arrives à 2 minutes par jour, la semaine d'après, on va passer à 5 minutes, on va passer à 4 minutes, à 5 minutes, etc. Donc déjà, le fait de leur faire comprendre l'impact de la préparation mentale, l'importance de le mettre en place dans son quotidien, au final dans son hygiène de vie, je dirais même. Et ensuite, le fait de pouvoir, sur ces bases-là, faire progresser ces techniques et ensuite aller dans des outils ou en tout cas des choses plus profondes parce que on peut pas passer d'aucune notion de partir de zéro et de suite chercher à travailler sur des peurs ou sur des blocages. Pour moi, il y a une trame à suivre et qui commence déjà par le fait de sensibiliser et donc ce que je comprends, c'est ça. Donc ce que je comprends, ce que tu fais au départ, c'est d'apporter les habitudes autour de la méditation, des techniques de respiration ou de l'imagerie, donc de l'imagerie mentale. Et au final, une fois que ça est plus ancré dans ses habitudes, là, tu vas passer vers plutôt travailler une part, travailler plus profond ou comment ça se passe en version 2, là, une fois que c'est ancré dans les habitudes de vie de l'athlète? Alors, une fois que c'est ancré, il est déjà plus. Donc, pour moi, parce que la méditation, c'est aussi, c'est une technique de relâchement, physique, mental, mais c'est aussi la porte d'accès entre le côté conscient et inconscient. Donc, dès l'instant où je maîtrise, où je sais, j'arrive à me poser, et c'est très dur pour certains au début, juste de ne rien faire pendant 5 minutes, juste de méditer, c'est très compliqué. Donc, selon les joueurs, les athlètes, ça prend un certain temps. Oui. Et ensuite, une fois qu'on arrive justement à cet accès en fait à l'inconscient, c'est à ce moment-là que on va pouvoir gérer des pensées négatives qu'on peut avoir et qu'on va chercher à remplacer par des pensées qui vont être plus aidantes. C'est à ce moment-là qu'on va réussir à changer un discours interne qui va être lié, selon l'âge en plus, quand on est sur un public jeune. La phase d'adolescence, on a tendance à se comparer beaucoup aux autres, on a tendance à se dire, à se rabaisser facilement. C'est vrai que en ayant accès, via cet inconscient, on va pouvoir changer des choses plus profondes. Je comprends. Voilà. Je comprends. Et pour changer les choses plus profondément, là, tu nous parlais, quand on en parlait au préalable, que tu parles avec l'entourage, tu inclus un peu tout le monde dans ce processus-là. Tu peux pas être seulement avec l'athlète. Comment est-ce que ça se passe, cette inclusion-là de tout son entourage? Souvent, on est plus dans une relation athlète professionnelle. Oui, moi je suis beaucoup pour le travail justement en équipe parce que je pense que c'est important que je puisse avoir en tant que préparateur mental, que je puisse avoir des retours du coach, de ce qui est fait en séance, de ce qui est observé en tournoi, s'il a la chance d'y aller plus souvent que moi en tournoi, d'avoir aussi le ressenti du joueur sur tout ce qu'on travaille parce que c'est lui qui est dans sa discipline, c'est lui qui joue, c'est lui qui pour chaque sport. Donc moi à ce moment-là, ça passe par des conversations WhatsApp ou justement des groupes entre le joueur, l'athlète, le coach technique, le préparateur physique même, et puis le préparateur mental. Donc voilà. Et est-ce que tu inclus même des fois, je sais pas moi, la copine, la famille, les parents? Est-ce que tu t'en vas jusque-là ou non? Alors quand j'ai en face de moi un athlète qui est mineur, en tout cas, c'est sûr que je demande, surtout pour la première séance, donc aux parents d'être là.
pour que déjà justement il ait une idée de ce qu'on va travailler, de ce qu'est la préparation mentale. Donc je prends le temps d'expliquer pour que justement le parent soit ouvert aussi à ça, qu'il comprenne les bienfaits. Et ensuite, à partir de là, pour moi, il y a une relation qui est très importante et il y a vraiment une relation de confidentialité entre le joueur et le préparateur mental. Si vous regardez, il y a eu plusieurs fois des reportages sur, nous on a un athlète très connu en France qui est Teddy Riner, et plusieurs fois il y a eu des reportages sur sa relation avec sa préparatrice mentale qui le connaît depuis qu'il a 15 ans, qu'il est adolescent, et c'est vraiment la personne qui va être au courant de tout ce qui se passe entre guillemets, ce qui se passe dans sa vie. Donc même si il y a un moment où on va être dans une phase où dans le couple ça va pas aller, et ben ça peut avoir un impact sur la performance. Donc c'est une chose qu'on doit savoir pour savoir comment est-ce qu'on gère dans ces situations-là et quelles sont les clés qu'on va pouvoir utiliser facilement pour arriver à rester concentré quand même dans sa préparation, son tournoi. Donc je dirais que je n'inclus pas le copain, la copine, ou même le cercle familial. Je prends les informations au départ, et puis ensuite voir quelle est la place de chacun, et surtout s'assurer que l'entourage proche ait un impact positif sur la performance de l'athlète. Si on a des amis proches qui sont systématiquement, même si c'est sur le ton de l'humour, mais en train de rabaisser ou de juger, etc., ça va pas avoir un impact positif, en tout cas pour l'athlète dans sa performance. Mais ça, tu vas le savoir en parlant avec l'athlète, pas avec son entourage. Donc, tu vas beaucoup être en écoute, que je comprends, avec l'athlète. Donc, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de discussions, en fait. Voilà. Au début, c'est beaucoup de questions. Ça prend 2-3 séances. Le fait d'arriver aussi à mettre en place ce contexte où l'athlète se sent en confiance, où il peut justement se livrer et dire certaines choses où c'est pas facile parce que on rentre vraiment dans l'intimité en fait de l'athlète, et voilà, et donc je passe par beaucoup de questionnements au départ, et bon après selon chacun la présence, parce que des fois il y a des parents qui sont très présents, des fois qui sont complètement effacés, donc c'est juste s'assurer que c'est juste s'assurer que les deux aillent dans le même sens et qu'il n'y en ait pas soit l'athlète, soit le parent qui soit plus ou moins investi que l'autre dans le projet sportif, en tout cas. Ça, c'est pour les jeunes encore pas. Oui. Et donc Et donc, quelque chose qui m'intéresse, moi, c'est de dire, donc, on écoute énormément, on doit malgré tout comprendre et entendre qu'est-ce que notre athlète nous dit. Mais est-ce que cette relation-là peut exister entre le préparateur physique et le coaché, ou est-ce qu'il faut absolument que ce soit une personne tierce indépendante? Je pense qu'elle peut exister même entre un coach technique qui justement connaît par exemple un athlète depuis son plus jeune âge et avec qui il a vraiment développé une relation assez proche. Donc je pense que c'est pas si ça sera quand même plus avec le préparateur mental, parce qu'on parle vraiment de choses où on a une position, en tout cas on peut se permettre de poser certaines questions, qui seraient liées au passé, qui seraient liées au vécu, à la relation avec soit avec les parents ou avec le coach précédent ou le coach actuel au final. Donc je pense que ça passe pas systématiquement par une personne, par ce préparateur mental, mais en tout cas notre position justement nous permet d'avoir quand même plus cette relation de proximité, quoi. Je comprends. Donc, concrètement, si on résume un peu, tu rencontres l'athlète au début, vous posez beaucoup de questions, il y a une relation de confiance, bien sûr, à créer entre les deux. Ensuite, donc, tu t'en vas définir des objectifs. À quoi peuvent ressembler des objectifs pour un athlète en préparation mentale? Alors déjà, moi je me suis rendu compte que les objectifs sont beaucoup fixés naturellement sur le résultat. C'est-à-dire soit faire partie, être à telle position du classement national, international, soit faire tel résultat, soit avoir telle progression si on prend l'index, que ce soit au golf ou au tennis, au classement. Et ces objectifs de résultat,
vont être le fil conducteur, mais c'est pas ce qui va nous donner vraiment le travail à mettre en place à l'intérieur pour y arriver. Donc déjà, c'est arriver à fixer des objectifs de moyens. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais mettre en place pour arriver à ce classement, pour arriver à gagner ce tournoi, etc. Donc, il y a déjà, voilà, vraiment mettre en place ces objectifs. Et ça, il faut prendre le temps de le faire parce que si on fixe des objectifs qui ne sont pas adaptés, ou on place la barre trop haute, ou pas suffisamment haute, justement, et ben, ça va avoir un grand impact sur le côté confiance. Donc, c'est pour ça que cette étape est très importante. Il faut prendre le temps. Donc, on fixe les objectifs. Un exemple d'objectif, ça peut être si je prends un athlète qui est au lycée, ça peut être le fait d'intégrer une fac américaine s'il veut continuer à avoir un sport-études, mais avec des études un peu plus poussées, et parce qu'on le retrouverait peut-être pas en France. Ça peut être d'accéder sur le circuit. Donc, on est en une transition amateur-professionnel. C'est se dire, bon, à la fin de la saison prochaine, je veux arriver à à passer pro ou à être sur le circuit professionnel. Ça peut être, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais donc, l'objectif que tu vas placer va être un objectif relié au sport, donc pas nécessairement relié directement à la préparation mentale. Ce qui ça est quand même intéressant. Et les sous-objectifs, est-ce que vous planifiez les sous-objectifs et est-ce que eux sont plus reliés à, par exemple, réussir à méditer 5 minutes par jour, ou ceux-là aussi sont reliés plutôt à la préparation physique? Alors justement, donc quand je parle d'objectifs de moyens, c'est là qu'on rentre vraiment dans la préparation mentale. C'est-à-dire que, ok, gagner tel tournoi, c'est très bien. Par contre, si je veux y arriver, ça veut dire que je vais justement devoir mettre en place dans mon quotidien ces techniques de relaxation, cette méditation, parce que par exemple, je me rends compte que j'ai trop de pensées qui me viennent à l'esprit quand je suis en situation en tournoi, encore plus quand je suis en situation de stress, je me pose encore plus de questions et j'arrive pas à me focaliser sur ce qui est vraiment important. Donc, j'arrive pas à avoir l'attention où elle doit être placée. Autre objectif de moyen, ça peut être de justement d'avoir une meilleure estime de moi en tant qu'athlète. Donc, pour ça, c'est justement, on parlait de l'entourage tout à l'heure, c'est aussi le fait de passer par, là ce sera plus des techniques de visualisation interne, où là par exemple on s'appuie beaucoup sur de la préparation physique parce que l'image que je vais avoir de moi en tant qu'athlète, souvent, moi je le vois en tout cas dans la discipline au golf, quand on a besoin de rechercher en nous une image où on est fort, où on est vraiment battant et que on veut réutiliser cette image en compétition, souvent on prend l'exemple de la préparation physique où justement quand on a un programme et qu'il faut arriver à soulever tant de kilos ou à tenir aussi longtemps qu'on le dit, on développe justement, c'est là qu'on repousse ses limites en fait, qu'on sort de sa zone de confort. Et donc là, par exemple, c'est un autre objectif, c'est le fait de développer, d'avoir une meilleure estime de soi. Ça peut être, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être aussi le fait d'être plus rigoureux dans son entraînement et de justement organiser mieux ses séances d'entraînement. C'est vraiment varié, ça dépend vraiment de l'athlète. Aurais-tu un cas précis d'un athlète, sans citer l'athlète bien sûr, mais des trucs versus le problème qu'il avait, les enjeux qu'il avait plus que le problème? Aurais-tu un cas précis ou? Par exemple, de où on est parti, où on est arrivé, c'est ça la question? Oui, par exemple, oui. Et avec les trucs que vous avez utilisés, par exemple, voici quel était son enjeu et donc voici ce qu'on a fait, voici où il est arrivé. Alors, par exemple, donc ce serait avec parce que je travaille essentiellement dans le golf, même si j'ai aussi des athlètes de discipline, mais dans le golf, ce serait par exemple, je suis à bon niveau amateur et je me fixe l'objectif, donc dans 1 an d'être à encore meilleur niveau amateur et dans 2 ans de passer pro. Donc ce serait, voilà. En plus, je suis quelqu'un d'assez stressé, je me ronge les ongles ou je fume la cigarette électronique, il y a plein de choses. Donc c'est déjà d'arriver, où j'ai des problèmes de sommeil aussi. Oui. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont liées en fait. Si dès l'instant où je n'arrive pas à me poser, où je suis un peu hyperactif et où du coup je peux stresser très très facilement et en tout cas utiliser le stress
pas dans le bon sens. Donc on arrive progressivement, on est arrivé à corriger ces problèmes de sommeil déjà. Donc ça, c'est ce qui est essentiel pour arriver à performer, hein, surtout quand on doit faire un effort de longue durée et qui demande beaucoup de concentration. Donc déjà, on a réussi à régler les problèmes de sommeil, donc en changeant justement les petites habitudes du quotidien. Mon téléphone portable, je le regarde plus 1 heure avant d'aller au lit. J'organise mes séances de préparation physique. Je les fais peut-être un peu plus tôt plutôt en fin de journée qu'en début de soirée. Donc voilà, on a travaillé sur l'hygiène de vie et après sur le fait sur l'estime de soi, on a repris des images des situations types sur un parcours de golf. Donc c'était pendant une compétition donnée sur un coup en particulier. À quel moment je me suis vraiment sentie j'ai fait un coup qui était très compliqué, que j'ai vraiment bien réussi, où j'avais une attitude donc d'un point de vue externe et interne, je suis vraiment très fière de moi et je veux arriver à retrouver systématiquement cette image, ces sensations, autant l'image que je veux renvoyer aux autres, l'image que je veux avoir de moi, et donc au fur et à mesure à développer donc avoir une meilleure confiance, à être focalisé sur soi, plus regarder ce que font les autres ou être un peu impressionné par les autres. Donc voilà, ça c'était avec un seul et même joueur, donc ça passe par plusieurs phases. On se fait demander dans le chat, là, est-ce que tu pourrais nous décrire concrètement comment se réalise une bonne séance de visualisation à la veille d'une compétition majeure? Donc, effectivement, sûrement le moment où est-ce que notre athlète est le plus stressé, anxieux, inquiet, ou du moins a le plus d'émotions différentes. Effectivement, est-ce que tu es capable de nous décrire? Oui, alors déjà en termes de visualisation, donc il va y avoir déjà la visualisation aussi du plus externe. Donc c'est-à-dire que si je prends l'exemple des skieurs, et on prend souvent cet exemple-là, je vais à la veille donc me visualiser vraiment le tracé. Si c'est donc le tracé, savoir exactement quel chemin je vais avoir, quelle porte, voir exactement comment je vais passer aussi ces portes-là. Donc là, après, je m'intègre moi dans la situation. Mais donc d'abord, on part du côté vraiment plus externe. Donc un parcours de golf, par exemple, ou un tracé pour un slalom au ski. Ensuite, on va justement se voir, nous, on va s'inclure donc dans cette visualisation. Donc on va se voir soit, si je reprends l'exemple du skieur, passer chaque porte en étant après on peut même mimer les mouvements, donc on va même refaire les mouvements, refaire le swing de golf, etc. Et après, c'est aussi en termes de visualisation, c'est aussi cette visualisation interne, donc dans les moments de relâchement, c'est-à-dire soit avant de dormir, soit après avoir fait des étirements. C'est vraiment, et ça encore une fois, ça dépend de chacun, quel est le meilleur moment pour que justement je fasse cette séance-là. C'est ce côté aussi où je vais me sentir serein. Peut-être que je vais ressentir un peu de stress la veille de la compétition, et c'est tout à fait normal. Le stress, c'est normal d'en ressentir. Il faut juste maintenant l'utiliser de façon positive. Donc ensuite, ça va être passé par ce côté respiration, où je vais fermer les yeux et puis me voir swinger, m'imprégner cette image dont on parlait tout à l'heure, cette image que je veux avoir de moi, donc plusieurs fois en répétant cette visualisation. Et après, il y a des choses qu'on va rajouter ou qu'on va faire différemment selon chaque athlète. Donc ça, c'est pareil, il n'y a pas de séance type, il y a plusieurs possibilités, et en fonction de l'athlète, on adapte. Mais on passe toujours par ce côté, on part de la visualisation externe, et on arrive petit à petit à cette visualisation interne. Oui, parfait. Et donc, on part toujours de l'externe vers l'interne. Puis interne, c'est très intrinsèque, personnel, son stress, tandis que externe, c'est plus les techniques, c'est plus son environnement, si je comprends bien. Oui, c'est ça, exact. Externe, c'est à la fois son environnement, et c'est à la fois aussi l'image que je vais avoir de moi en tant que spectateur, donc en tant que personne extérieure. Donc, qu'est-ce que je veux que les gens voient de moi? Quelle image je veux renvoyer aux autres? Okay. Quelle image je veux avoir aussi de moi? Donc c'est le regard, ces différents regards portés, soit celui des autres sur soi,
soit sur celui que je veux avoir de moi. Donc après, selon chacun, si j'étais à l'extérieur de mon corps et que je me voyais, à quoi je voudrais penser, en fait, qu'est-ce que je veux dégager. C'est ça. Je comprends. Exactement. Excellent. Il y a beaucoup, je pense, de personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui sont des préparateurs physiques, pas des préparateurs mentaux, et sûrement plusieurs là, qui aimeraient justement appliquer plus de préparation mentale là, dans leur accompagnement. Est-ce que tu as des conseils pour aller plus loin dans ce domaine-là, pour peut-être être mieux outillé, se sentir mieux outillé, etc.? Des conseils, déjà voilà, je pense qu'il faut prendre ce temps de savoir, bon, vous l'avez aussi en tant que préparateur physique, je pense que vous avez l'objectif au départ, est-ce que c'est une perte de poids, est-ce que c'est une prise de masse, est-ce que c'est une préparation à une compétition ou un tournoi, mais c'est vraiment prendre le temps de voir vraiment quels sont les objectifs, c'est vraiment la chose de base. Après, ensuite, de pouvoir alors soit l'orienter si vous voyez qu'il y a un besoin, hein. Encore une fois, c'est pas systématique de dire voilà, chaque athlète de haut niveau, il faut aller voir quelqu'un pour cet aspect de la performance, mais c'est en tout cas le fait d'être vraiment à l'écoute, d'être beaucoup dans le questionnement pour que à la fois vous allez avoir déjà vous des informations sur peut-être que si c'est une compétition, si c'est de l'haltérophilie ou autre, il y a des situations types, des moments types où je suis moins performant, où je me sens moins bien, peut-être que je dors systématiquement mal la veille d'une compétition. Sinon, si c'est plus un objectif de perte de poids, il y a ce côté confiance qui joue beaucoup aussi. Donc voilà, on revient à l'image de soi. Oui. Donc à ce moment-là, voir si donc être beaucoup dans le questionnement au départ. Et ensuite, moi c'est vrai que je travaille avec des applications qui sont gratuites, qui sont très accessibles, autant sur de la méditation, c'est par exemple Petit Bambou, que vous devez certainement connaître, qui est très bien autant pour les jeunes que pour les adultes, puisque vous avez des séances découvertes avec une certaine logique donc de séances à suivre. Et déjà commencer par, si vous voulez les aiguiller avec des techniques simples, mais après dès que vous sentez que c'est quelque chose que vous ne maîtrisez plus forcément, donc qui sort un peu de votre domaine de compétences, là, sans forcer la personne, mais peut-être juste l'ouvrir, elle à se dire peut-être que voilà, si tu as besoin de corriger ceci ou cela, ou si en tout cas ce point-là t'empêche d'atteindre tes objectifs, et peut-être aller voir juste un professionnel dans ce domaine-là pour l'aider que ce soit à avoir plus de confiance en soi ou à mieux dormir la veille d'un tournoi ou à savoir mieux gérer le stress, toutes ces choses-là. Excellent. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Très bien, même. Si vous avez des questions, n'hésitez tout le monde pas là, à les poser dans le chat. Là, ça va faire plaisir. Ça va me faire plaisir de poser des questions là, à Kelly. Peut-être juste, parce que je sais que tu viens de dire comment tu utilises plusieurs applications. Est-ce que tu as d'autres exemples que Petit Bambou? Et je sais que tu utilises XFIT aussi pour ça. Étant donné que la majorité des gens qui nous écoutent aujourd'hui utilisent XFIT, comment est-ce qu'ils pourraient utiliser tous les outils que tu mentionnes et dont XFIT pour faire de la préparation mentale? Alors moi, j'utilise beaucoup XFIT. Donc dans la banque d'exercices, en tout cas, j'ai créé beaucoup d'exercices qui sont liés à la routine. La routine, donc autant que par exemple, selon les disciplines, il y a toujours une routine toujours de préparation et puis avant de jouer ou après surtout après le jeu, c'est là que le côté émotionnel aussi est important, soit après avoir au tennis, après avoir perdu un set, après avoir gagné un set, toutes ces choses-là. Donc vraiment le côté plus routine et puis exercice type pour justement sortir de sa zone de confort. Et ensuite moi j'ai mis en place justement une méditation. Donc là, c'est plus un fichier audio que j'ai créé, que j'appelle le scan corporel. Donc c'est à la fois le fait d'associer de la respiration à la visualisation de différentes parties du corps pour avant de dormir, après des séances des journées assez intenses en termes d'entraînement technique et physique, pouvoir être vraiment se relâcher physiquement, mentalement.
parce que ça c'est important, la récupération c'est très très importante aussi. Donc voilà, XFIT pour moi c'est plus voilà, création de méditation, d'exercices à mettre en place au quotidien à tel moment. Donc c'est par exemple juste de la respiration, je travaille surtout avec une technique qui s'appelle la cohérence cardiaque et qui est très simple à mettre en place aussi. C'est par exemple juste intégrer chaque jour 5 minutes de respiration, peut-être le matin, et par contre l'après-midi, ou en fin de journée, voilà, à ce moment clé, et faire cette fameuse méditation de retour au calme. Donc à la fois des fichiers audio et plus après des fichiers qui seraient liés à ce qu'on travaille sur le moment. Donc après, même ça peut être des exercices de visualisation ou justement pour chacun, j'en ai créé un parce qu'il se réfère à une situation type qui, justement, en se remémorant cette image, ça fait appel à certaines émotions qui sont donc positives à ce moment-là. Et donc, on arrive à mettre en place des ancrages au fur et à mesure comme ça. Je comprends. Dans l'idée de terminer, ce que je propose, du moins ce que j'aimerais, dis-moi si c'est possible, mais j'aimerais bien qu'on fasse, que tu nous fasses faire en fait un exercice simple qui pourrait justement donner l'exemple à tout le monde. Donc, tout le monde à la maison, au bureau, au club, là, peu importe. Si vous voulez faire l'exercice avec nous, j'aimerais beaucoup, effectivement. Est-ce que tu en as un? Alors, un exercice qu'on peut faire, c'est très simple, mais comme on est dans une génération assez connectée où on fait plusieurs choses en même temps, on a le téléphone, en même temps on cuisine, en même temps on parle, en même temps on regarde la télé, en même temps voilà. Un exercice très simple, ce serait juste par exemple pendant, pour pas que ce soit trop long non plus, mais soit pendant 30 secondes ou 1 minute selon le temps que vous avez, juste de fermer les yeux et de laisser, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de pensées. Parce que, d'ailleurs, petite question, combien est-ce qu'on a de pensées par jour? Beaucoup. On en a beaucoup. C'est clair. Ouais. On en a environ 70 000, bon, alors il y a différentes études, mais autour de 70 000 pensées par jour. Et c'est parce qu'on a justement un côté soit conscient ou inconscient. Heureusement, on est un peu plus inconscient que conscient quand même, qui fait qu'on s'arrête pas sur chaque pensée, heureusement. Donc là, juste l'exercice, c'est de fermer les yeux et d'accepter en fait de laisser balayer toutes les pensées que vous pouvez avoir, sans vraiment attacher d'importance ou de jugement, et juste donc les laisser balayer et en même temps être à l'écoute, soit des bruits qu'il y a autour, soit de différentes choses, mais juste ça déjà. Pour se Donc, calmer. Que tout le monde, à la fin de ce webinaire, s'il vous plaît, ça serait donc de fermer les yeux et d'éteindre votre téléphone peut-être, et ensuite de simplement laisser passer les idées et entendre ce qui se passe autour et peut-être même ressentir votre corps. C'est de la méditation, ressentir votre respiration, ressentir les tons autour, etc. Effectivement, c'est sûrement plus dur à faire qu'à dire, étant donné qu'on est effectivement toujours interconnecté, puis il faut pas perdre 1 minute. Donc, ouais. Effectivement, tout le monde, je vous propose de le faire à la fin de ce webinaire, et puis vous nous écrirez si ça a fonctionné ou non. Joseph qui nous pose la question, vers quelle certification ou diplôme il faudrait se tourner afin d'acquérir des compétences pour exercer le métier de coach mental, de préparation mentale? Est-ce que tu connais quelque chose en particulier? Alors, en France, en tout cas, je sais pas comment ça se passe exactement pour les autres pays. C'est pas des diplômes, c'est des certifications. Alors, ça dépend. Bon, il y a des diplômes universitaires où vraiment, dès le début, c'est des cursus qui sont plus longs d'avoir une licence ou un master's en psychologie. Mais si après, vous voulez vous former sur une période d'1 an, par exemple, et puis autant soit en distanciel qu'en présentiel, selon vos emplois du temps. C'est des certifications qu'on passe. Et puis moi, c'est vrai que j'ai travaillé avec une école qui est située à Paris, donc en distanciel. Je peux donner le nom, ça s'appelle Transfert, donc c'est en 2 mots.
Voilà. Oui, qui est même un partenaire de XFIT. On a déjà fait, là, pour plusieurs personnes, on a déjà fait des webinaires avec eux. Donc, effectivement, là, nos amis de Transfert, si vous voulez, Transfert, là, ça s'écrit TRANS-faire, là, comme FAIR, comme le Exactement. verbe. Ah ben voilà, le monde est petit. Mais en tout cas, voilà, faire attention parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de formations, on parle beaucoup de développement personnel aussi, donc bien prendre le temps de regarder qui sont les intervenants, quels sont après les stages que vous devez effectuer, parce que le stage aussi est très important, surtout quand vous faites cette formation. Puisque c'est un domaine qui est très, voilà, comme on disait, on rentre vraiment dans l'intimité des gens. Si on va vers le haut niveau de suite, il faut avoir pratiqué avant, s'être entraîné sur d'autres athlètes. Ça c'est indispensable. Ouais. Voilà. Donc, autre question. Autre question qu'on a sur l'appli Petit Bambou. Il y a 2 versions, méditation et sophrologie. Laquelle est-ce que tu choisis? Ah oui. Moi, j'utilise la méditation plutôt. Okay. Voilà. Alors, ce qui est bien sur celle-ci, c'est qu'en plus, vous avez soit les programmes. Donc, moi, au début, je recommande de suivre les programmes parce que là, vous vous installez soit debout, soit, ou assis ou allongé, où vous souhaitez. Et en fait, vous avez juste à suivre la voie. Donc, vous êtes guidé. Vous avez juste à suivre ce que vous dit la personne qui est dans le programme. Et ensuite, vous avez, donc pour moi, c'est l'étape d'après. Parce que passer de 0 à de suite 10 minutes sans avoir quelqu'un qui nous guide, c'est compliqué. Donc pour moi, la première étape, c'est celle-ci. La deuxième, ensuite, vous avez le mode justement méditation libre, où vous allez choisir non seulement le temps que vous voulez accorder, est-ce que c'est 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, est-ce que vous voulez avoir un bruit derrière, soit la pluie qui tombe, soit le chant des oiseaux, des choses quel est le son qui va vous calmer le plus ou pas. Et donc voilà, donc c'est là que vous avez différents modes. Donc moi, c'est plus celle de méditation que j'utilise. Ouais. Excellent. Mais je te remercie beaucoup, Kelly, de t'être joint à nous aujourd'hui pour ce webinaire-là, puis de parler de ce sujet-là qui est quand même méconnu et qu'on parle quand même peu, malgré sa grande importance dans la préparation d'un athlète. Merci à tous d'avoir été nombreux à vous présenter aujourd'hui en live. Pour tout le monde qui nous écoute, inquiétez-vous pas, vous allez recevoir aussi l'enregistrement. Si quelque part on a été trop rapide dans les explications ou qu'on a dit un nom de quelque chose que vous avez pas vu. Donc, vous allez recevoir l'enregistrement automatiquement d'ici 24 heures. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Kelly. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin ou on laisse ça comme ça? Hein? Le mot de la fin, merci pour votre attention en tout cas, et puis communiquer avec vos athlètes, c'est vraiment la clé du succès. Ouais. Mais merci pour tout ça. Puis tout le monde, n'oubliez pas de faire l'exercice qu'on a mentionné. Je crois que c'est important. Puis vous aviez prévu 1 heure, donc il vous reste 9 minutes. Donc théoriquement, vous avez tous le temps de faire au moins 1 minute de déconnexion. Donc merci encore à tous. Et puis Kelly, au plaisir peut-être de faire un nouveau webinaire comme ça ensemble. Avec plaisir. Au revoir. Allez, au revoir.